Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On continue la série de vidéos sur l'ampli de Nico. Petite mise à jour et puis une vérification du transfo de sortie parce que j'ai un doute. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai trouvé déjà, j'ai reçu enfin les... non, ils n'ont pas mis trop de temps à livrer. Les condensateurs, le filtrage, un peu partout. Je vous avais montré la dernière fois tous les condensateurs à changer. Donc il y a ceux-là, là, ici, je vous montre ça, ici, là. Les en aluminium, comme ça, qui sont à changer. J'en ai, alors ceux-là, par contre, j'ai oublié de les commander, donc j'étais obligé de refaire une commande. Comme d'hab, hein, de toute façon. C'est toujours, je suis un pro des commandes qui ne sont pas complètes. Donc là, je vais avoir deux condensateurs comme ça, ici. Ceux-là, là, ceux qui sont ici, qui sont à changer, je vais les remplacer par des condensateurs snap-in comme ça, qui iront en dessous. Donc là, ici, ce sera ça. Ici, j'avais décidé de mettre des condensateurs dans ce sens-là, comme ça, sur des supports ici. Mais finalement, j'ai décidé de remettre des snap-in aussi, des condensateurs comme ça. C'est ce que j'ai oublié. Hein. Parce que là, j'avais pas beaucoup de place pour mettre les 4 condensateurs, donc je préfère remettre... puis c'est plus joli. C'est plus joli. De l'autre côté, ça fait plus classe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ici, là... C'est des 50 microfarads, j'ai ce qu'il faut. Je vais les changer par des FET ici, qui ont ici. Alors, j'ai commandé mes condensateurs, ceux-là, là, qui sont très bons, très bonne qualité, chez Tube Amp Doctor. Je commande toujours chez Tube Amp Doctor parce que ils ont du composant de très bonne qualité. Leurs lampes, j'ai jamais aucun problème, je les revérifie derrière. Ça, là, c'est du très bon condensateur. Tiens, d'ailleurs, on peut les vérifier. On peut regarder ce qu'ils valent. C'est des 2 x 50 microfarads. On va regarder. On va regarder. Hop. Hop. Ouais. Ça me donne 49,66 microfarads. Donc, excellent. Avec une ESR de 0,2. 0,28. L'autre condensateur, puisque c'est un double, il fait combien? Il fait 50,7 microfarads et 0,32 en ESR. Super bon. Ils ont de très bons condensateurs. Bien foutus. Parfait. Un petit problème quand même avec Tube Amp Doctor, ils prennent 21 € de port, peu importe la commande que vous fassiez. Là, j'ai commandé j'ai oublié les 2 condensateurs. Là. Je commande 18 € de condensateur. Eh ben, j'ai 21 € de port. Donc du coup, j'ai pas commandé chez eux. Parce que pour les grosses commandes, TAD c'est très bien, mais à cause des 21 € de port, c'est pas raisonnable. Donc j'ai commandé ailleurs. J'ai commandé chez Tubetone pour pas les hésiter, qui en avait aussi. Bon, ils sont bleus au lieu d'être noirs, mais c'est pas grave. Et puis une bonne, je crois que c'est des Panasonic, donc c'est parfait. Je vous confirmerai si c'est des Panasonic ou pas, je me rappelle plus bien. Bon, ils ont aussi du matériel de très bonne qualité chez Tubetone. Et puis on paye 3 fois moins de port. Donc ça va, parce que 21 € de port, moi je trouve ça vraiment exagéré. Donc au niveau condensateur, on est blindé. Les condensateurs, là, les petits, j'ai ça en stock. Hein. C'est du 10 microfarads, du 25 microfarads, c'est très standard. Alors, on va passer au vif du sujet. Je vais vous montrer
comment on teste un transfo de sortie, parce que j'ai un doute sur ce transfo de sortie, et je vous montre pourquoi. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous prendre le téléphone, vous verrez mieux. Voilà, donc je vous montre pourquoi. Vous voyez ici, là, de toute évidence, il s'est passé quelque chose. On voit même ici que ça a chauffé. Alors, à mon avis, ce condensateur-là est venu toucher, vous voyez, la patte ici. Alors, il y a une isolation en plastique, donc ça a dû se produire au fil du temps. L'isolation plastique s'est usée et ça a fini par faire un court-circuit. Alors là, il ne faut pas oublier qu'au milieu ici, là, on a un enroulement. On a le B+, ici, c'est-à-dire 410 volts. Et on s'est retrouvé avec 410 volts qui traversent le transformateur directement en court-circuit avec la masse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais vérifier le transfo de sortie parce que si le transfo de sortie est mort, là, ça va pas être la même limonade. Hein. On va pas s'en sortir avec quelques condensateurs, mais ça va être déjà, il va y avoir un coût largement supérieur. Et c'est toujours un peu la catastrophe dans un vieil ampli quand le transformateur de sortie est mort parce que ça coûte très cher et puis ça participe au son aussi. Hein. Ça c'est un transformateur d'époque. Les transformateurs modernes, moi je leur reproche une chose, c'est qu'ils sont trop bons. Ce qu'on aime dans les transformateurs d'époque, hein, je ne parle pas pour la hi-fi, mais je parle pour la guitare, on aime qu'ils aient des défauts parce que c'est les défauts qu'on aime. Voilà, donc on va vérifier ça. Il y a plusieurs méthodes hein, pour vérifier un transfo. On a la méthode basique, mais qui ne donne pas grand-chose, c'est avec un voltmètre normal. On peut toujours vérifier la résistance du secondaire. Le primaire, vous n'y arriverez pas, c'est quasiment un court-circuit, c'est 0,1 ohm ou je ne sais plus combien. Donc avec un voltmètre normal, vous n'y arriverez pas. Il faut... Alors moi j'ai un LCR mètre donc, qui mesure les capacités, les selfs et les impédances. Et c'est l'impédance qui va nous intéresser. Alors, comment on va régler déjà la machine? Alors, je vais vous montrer après, peut-être... Il y a une autre méthode, hein, sans générateur. Je vais vous montrer deux méthodes, mais ces deux méthodes demandent quand même un peu de matériel. Il y a une autre méthode qui consiste à envoyer du 400 Hz dans le transfo avec un potentiomètre et de comparer et régler le potentiomètre pour avoir la même tension aux bornes du potentiomètre et aux bornes du transfo, et après on mesure le potentiomètre. Alors ça a un avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'oscilloscope, mais il faut de toute façon un générateur de fréquence, hein, quoi qu'il arrive. Alors il y a certains multimètres qui font générateur de fréquence, mais pas tous, hein, donc ça dépend du matériel que vous avez. Pour vraiment bien vérifier un transfo de sortie, il faut quand même un petit peu de matériel. Là, on va faire déjà la première méthode, c'est-à-dire avec un impédance mètre. Et après, on fera une deuxième méthode avec un générateur et un oscilloscope. On peut faire aussi... Alors, le générateur et l'oscilloscope, ça va nous permettre de déterminer le facteur de transformation du transfo. Connaissant le facteur de transformation du transfo, on va pouvoir calculer son impédance théorique au secondaire, et on verra si ça correspond à notre mesure à l'impédance mètre. Voilà, donc on va faire ça. Je prépare et on attaque. Alors, première méthode. Méthode toute simple, on peut mesurer la résistance tout simplement de l'enroulement secondaire, non primaire, pardon, primaire.
Vous vous mettez sur 2 kOhms. Puis vous allez regarder. Là, je me connecte. Tenez, je vais vous montrer. Je me connecte sur le primaire. Sur le primaire, oui, du transfo. Et j'ai 84 ohms. Là, je vous le mets là. 84 ohms. On peut vérifier ici. Ici, chaque enroulement fait, là, ça me donne 36 ohms. Donc, on n'est pas loin. Il y a toujours une différence entre l'enroulement, l'enroulement global et puis quand on mesure chaque demi-enroulement, en fait, puisque c'est un demi-enroulement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend que le transfo n'est pas en court-circuit au primaire. C'est tout. Si je veux mesurer, alors je vais enlever ma résistance de 8 ohms là-dessus. Si je veux mesurer ce qui se passe au secondaire, avec un ohmmètre standard, je ne pourrais rien faire. Je vais me mettre sur la sortie 8 ohms et je mesure, vous voyez, 0. Je me mets sur 200 ohms, j'ai 0,3 ohms. La sortie secondaire d'un transformateur de sortie est trop faible au niveau ohmique pour être mesuré. Vous allez croire que c'est en court-circuit, c'est pas en court-circuit du tout. Donc il faut un autre appareil beaucoup plus précis. Et là on passe à l'impédance mètre de précision qui nous permet de vérifier tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une résistance de 8 ohms sur l'enroulement 5,8. Alors, ce transformateur propose 5 ohms, 8 ohms, 2 ohms, 4 ohms, 10 ohms, 15 ohms, 25 ohms, sortie ligne qui est vachement intéressante. Et 2 0, 0 4000, 0 6000. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça. C'est bon, c'est comme ils veulent. J'ai pas les specs du transfo, donc on ne peut qu'extrapoler. Et on va mesurer. Donc j'ai branché une résistance de 8 ohms dessus. Pas la peine de prendre une 100 watts. Vous pouvez prendre n'importe quoi, n'importe quelle puissance. On s'en fout. Il n'y a pas de puissance là. Et je vais brancher mon impédance mètre que j'ai réglé sur 400 Hz à 1 volt. Alors pourquoi 400 Hz? Parce que c'est là où on a à peu près tout, quoi. On a du 400 Hz, on en a tout le temps. On en a dans la voix, on en a sur n'importe quel instrument de musique. On est sûr qu'il y aura du 400 Hz dans un enregistrement. Ou à la guitare, ou peu importe, ou à la basse, ou peu importe l'instrument qu'on va brancher dessus, sur l'ampli. On aura du 400 Hz, c'est sûr. Donc on fait le test à 400 Hz. C'est une fréquence, on va dire, une des plus courantes. On pourra le faire à 1000 aussi, hein, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on mesure là? On mesure 5,5 K. Ce qui est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'enroulement n'est pas cramé. C'est déjà une bonne chose. On peut mesurer les demi-enroulements. Alors les demi-enroulements vont être un petit peu différents. On va pas, la somme des deux enroulements ne va pas être égale à l'enroulement lui-même à cause de la structure, on va dire, interne du transfo qui fait qu'on n'a pas exactement la moitié. Il y a des impédances parasites qui viennent se rajouter, si vous voulez, pour expliquer grossièrement. On est à 1,4 ohms sur un enroulement. Et on est à 1,4 ohms sur l'autre enroulement. Donc on est vraiment très bien.
On est vraiment très bien, mais on est en EL34. Le L34 demande à être chargé entre 2 et 3 kg. On est un peu léger. On est un peu léger. C'est pas grave parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la distorsion, on cramera pas la lampe, hein. Mais on va cramer, on va pas cramer, on cramera rien du tout. On va amener de la distorsion. Donc regardez, là j'ai ma résistance de 8 ohms sur l'enroulement 5,8, hein, donc le bon enroulement. Si j'enlève la résistance, vous voyez tout de suite que ma mesure a changé. Alors pourquoi elle a changé? Parce qu'un transformateur, le primaire d'un transformateur est toujours le reflet de la charge du secondaire, et inversement. C'est réversible, hein. Un transformateur, c'est réversible. Donc il faut toujours, quand on fait les mesures, il faut toujours charger avec une résistance de 8 ohms. D'accord? Si je mets ma résistance de 8 ohms, je tombe à 1,4 ohms. Si je l'enlève, je monte à 8,9 kΩ. Cette mesure n'est pas intéressante. Il n'y a qu'en charge que le transformateur peut me donner une information valable. Donc il faut le charger avec une 8 ohms. Donc première constatation. Deuxième constatation, on est un peu faible pour une EL34. Donc si on a un haut-parleur de 8 ohms, on peut se brancher sur l'enroulement 2 ohms, 4 ohms. Et là, miracle, on dépasse les 2 kΩ, on est à 2,1. Et là, on est content. On est content pour le L34. Alors, après, on va faire un choix. Est-ce qu'on veut un peu plus de distorsion? À ce moment-là, on prendra l'enroulement 5,8 ohms. Ou est-ce qu'on veut un peu moins de distorsion et une meilleure adaptation du transfo aux EL34? Et à ce moment-là, on se mettra sur 2,4 ohms. Alors, je ne devrais pas vous dire ça, mais je vais vous le dire quand même. On fait toujours la guerre quand on a un HP de 4 ohms, il faut se mettre sur 4 ohms. Si on a un HP de 8 ohms, on se met sur 8 ohms. Et il faut pas faire il faut bien respecter ça, sinon on risque de tout cramer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on a quand même beaucoup de marge. Pourquoi? Parce que généralement, les HP de 8 ohms, ils font 6 ohms. Et puis ça se balade, hein, la courbe d'un HP, elle n'est pas linéaire. Si vous êtes sur 4 ohms avec un 8 ohms, ça va aller. J'aime moins 4 ohms sur 8 ohms parce que là, on va demander un peu plus d'effort au transfo. Mais si vous voulez mettre un 8 ohms sur un enroulement 4 ohms, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Surtout que les HP font 6 ohms. Je mesure beaucoup de HP. Je mesure systématiquement les HP qui me passent entre les mains. Les 8 ohms, ils sont souvent à 6 ohms, hein, les 3/4 du temps. Donc déjà, c'est pas une science exacte. On a de la marge. Mais comme il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit du public, on va dire, on impose aux gens de respecter ce qu'il y a de marqué derrière l'ampli. Il y a certains amplis, certains transformateurs de sortie qui peuvent ne pas aimer de toute façon. Et de toute façon, on ne va pas l'expliquer aux gens qu'il vaut 4 ohms sous 8 ohms, c'est moins bien que de mettre 8 ohms sur 4 ohms. Ça va mettre de la confusion dans l'esprit des gens. Donc, on reste sur la règle, on respecte les impédances de sortie, etc. Pour nous qui nous intéressons un peu à la technique, on est capable de comprendre qu'on a un peu de marge. Mais moi, je ne diffuserai pas ces informations à tout le monde. Ça peut être dangereux quand même. Voilà, donc on a fait une première mesure. On voit qu'est-ce qu'on peut constater. C'est que le transfo me paraît bon. Il me paraît très bon. On va faire une autre mesure pour être sûr. Comme ça, on sera sûr à 100%.
Mais apparemment, il a pas cramé. Avec un petit bémol quand même, c'est qu'on ne sait pas, quand on va lui envoyer de la puissance et qu'il va chauffer, s'il ne va pas se mettre en court-circuit à ce moment-là. C'est possible aussi. Si le vernis des fils à l'intérieur, qui sont bobinés ensemble, hein, c'est des bobinages, si le vernis des fils a légèrement brûlé, à froid, on va dire, on n'a pas de court-circuit, à chaud, avec le mouvement du cuivre qui va s'expandre, on peut avoir un court-circuit qui va se déclarer au moment où le transfo va chauffer et débiter de la puissance. Je l'ai déjà vu, hein, donc c'est possible. On mesure le transfo, tout va bien, etc. On met de la puissance. Ah, il y a un problème, ça marche pas. Les lampes de sortie qui rougissent et tout. On se dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est possible. Donc là, on a fait une première mesure qui est plutôt encourageante. On va en faire une deuxième où on va déterminer le facteur de transformation du transfo et on va déterminer théoriquement quelle impédance il devrait avoir et on va voir si ça correspond. Donc je prépare la mesure et je vous reprends. Alors j'ai préparé ma mesure. J'ai un générateur qui va me délivrer 1 volt à 1000 Hz et qui va attaquer le secondaire du transfo de sortie. Au primaire, je vais mesurer ce que je récupère et je vais pouvoir en déduire le ratio du transfo. Alors je vous montre ça de plus près. Donc ici, j'ai mon enroulement secondaire sur lequel j'envoie 1 volt à 1000 Hz. Alors il faut un générateur qui a un peu la pêche, hein, parce qu'on envoie du 1 volt à 1000 Hz sur 0,1 ohm quelque chose. Hein. Donc il faut que le générateur soit capable d'envoyer de la puissance, enfin de la puissance entre guillemets, mais qui ne s'écroule pas quand on le branche sur une résistance aussi faible. Ensuite, j'ai ma sonde sur un enroulement du primaire. Et on regarde ce que ça nous donne. Alors ici, j'ai la trace violette. D'ailleurs, je vais vous la mettre plus petite comme ça, parce que là, ça peut porter à confusion. Voilà, je vais la mettre plus petite. Et la trace jaune, je vais la mettre plus grande. Puisqu'elle est ça va mieux correspondre à la réalité. La trace violette, c'est la trace du générateur, de ce que j'envoie sur le secondaire du transfo. J'envoie 1 volt, pile poil. D'accord ? En sortie, je mesure en sortie ce qui ressort et j'ai, 14 volts. On va dire 14 volts. D'accord ? Ça me donne un rapport de 1,14. Ce qui n'est pas énorme pour un transfo pour L34 comme ça. C'est pas énorme. Alors, ce rapport de 1,14, c'est intéressant parce que ça va me permettre de déterminer théoriquement la résistance, l'impédance d'entrée du transformateur. Pour ça, il y a une petite formule. On va prendre, j'ai dit 14 volts, donc 14. Alors, c'est le facteur de transformation, 14. Donc là, dans ce cas-là, au carré, multiplié par la charge. Nous, la charge, en l'occurrence, c'est du 8 ohms. Donc on va calculer 14 fois 14 fois 8. Et on arrive à 1568. 500, 1568. Et rappelez-vous, 1 500 000 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
On était à peu près dans les 1700, donc on est bon. Donc on est bon. C'est cohérent. Là, on est cohérent. Alors évidemment, il y a une petite différence parce que si je vous montre, là je suis à 1000 Hz, mais si je descends à 400 Hz, je vais avoir un rapport de transformation moins important. Si je monte un peu en fréquence, le rapport de transformation va être un peu plus haut. Donc, de toute façon, c'est à relativiser, hein, tout ça. C'est pas au centième près. Hein, donc là, on est quasiment à 1600. On a 100 ohms de différence. C'est que dalle. Hein. C'est que dalle, la mesure est bonne. On peut regarder d'ailleurs sur l'autre enroulement ce que ça donne. Donc, je change d'enroulement ici. Je suis passé de cet enroulement-là à l'autre enroulement. Et qu'est-ce que je mesure ? Alors là, je mesure beaucoup moins. Je mesure 12 volts. 12 volts de ce côté-là. 14 volts de l'autre. Ah. J'ai 12 volts pile poil de ce côté-là. Alors vous voyez la difficulté de mesurer un transformateur de sortie. Là, je n'avais pas de différence d'impédance avec mon impédance mètre. Hein. On était à 1,7 de chaque côté. Par contre, là, je regarde le rapport de transformation du transfo et je compare les deux enroulements. Et là, j'ai quand même une différence de 2 volts. Le plus faible, c'est celui qui a chauffé ici. J'espère que ce n'est pas le symptôme d'une faiblesse de ce transfo. On verra quand on mettra le jus dedans. Là, je peux rien en tirer. Hein. Ça peut être interne, ça peut être simplement les enroulements qui sont... parce qu'à l'époque, on faisait les machines qui fabriquaient les transfos n'étaient pas peut-être même que c'était fait à la main. Donc on ne peut pas savoir. Il peut y avoir un enroulement qui a la même impédance à l'impédance mètre et puis qui, en rapport de transformation, est différent parce que les spires ne sont pas bien jointifs sur l'un plus que sur l'autre, etc. On ne sait pas. On ne sait pas. Le transformateur, c'est un des composants les plus complexes de l'électronique analogique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un électronicien que j'aime bien, qui anime la chaîne audio et radio à tubes. Si vous voulez progresser dans votre connaissance des tubes et de l'électronique en général, allez le voir, c'est un super prof. Effectivement, il dit à un moment sur son cours sur les transformateurs, il dit que c'est un des composants les plus complexes de l'électronique analogique, et je suis assez d'accord avec lui. Donc là, on se rend compte qu'on a un facteur de transformation qui est 2 volts, donc de 2 unités plus faible que l'autre enroulement. Bon, c'est une information. Hein, c'est une information. Ça ne veut pas dire que le transfo est mort. Hein, si ça tombe, il était comme ça d'origine. Mais comme c'est l'enroulement qui a chauffé qui est un peu plus faible, on verra bien. On peut s'amuser, faire la même mesure sur l'enroulement 2,4 ohms. Alors, 2,4 ohms. Là, ce coup-ci, sur l'enroulement qui était à 12 volts, on passe à 14 volts. On passe à 14 volts. Et si je regarde l'autre enroulement, on doit être à 16 normalement. Voilà, on est à 16,24. Donc si je calcule 16,24 multiplié par 16,24 multiplié par 8, ça nous donne pile poil 2100 kOhm, exactement ce qu'on a mesuré à l'impédance mètre. Donc on est vraiment très cohérent. Hein. On
on est très cohérent à ce niveau-là. On a juste ce petit problème d'enroulement faiblard. Et c'est celui qui a chauffé. Donc, écoutez, on croise les doigts. Soit il se passe rien, et puis bon, on aura un petit déséquilibre, mais ce ne sera pas grave. De toute façon, sur toute la bande de fréquence, comme ça évolue beaucoup, je peux vous montrer d'ailleurs, par exemple, si là je mesure, vous voyez, 16,24. Si je change la fréquence et que je mets par exemple 400 Hz, 400 Hz ici, vous voyez tout de suite qu'on a changé, on est passé à 13,52. Le rapport de transformation a évolué. Donc, ça nous prouve une chose, c'est que les transfos ne sont pas linéaires. La preuve, hein. Et celui-là, il n'est particulièrement pas linéaire du tout. Ils ont des courbes qui... alors évidemment, IFI, les transfos sont bien plus... bien meilleure qualité. Là, c'est pas vraiment un transfo pour la hi-fi, hein. Mais pour la guitare, par contre, on aime bien. On aime bien. C'est pour ça que moi, je dis toujours les amplis guitare. Dans le son des amplis guitare, il y a la guitare, il y a les lampes. C'est peanuts. Franchement, Alors, je vais vous expliquer un truc sur les lampes. Moi, je vous dis les lampes sont peanuts, mais je vous détaillerai ça un peu plus tard. Le transfo de sortie est très important. Le haut-parleur est très important aussi. C'est un ensemble. On ne peut pas dire « Ah oui, mais le transfo, ça fait le son. » ou « Les lampes, ça fait le son. » C'est pas vrai. Alors, moi, à force de tester, je me suis forgé un peu une opinion. C'est que les lampes en elles-mêmes ne changent pas le son. De toute façon, elles ne sont pas faites pour changer le son, hein. On est bien d'accord. On fait de la hi-fi avec les lampes, hein, et de la très bonne hi-fi. Donc il faut arrêter de dire ouais, il y a des lampes qui colorent, etc. C'est pas vrai. Par contre, elles ont des gains différents. Et là, c'est très important. Elles ont des résistances internes et des gains qui sont très différents et qui vont influencer sur le fonctionnement général de l'ampli. Je vous prends un exemple. J'ai un guitariste qui m'amène un ampli et dedans il a mis des Gigi qu'il a achetés sur eBay. Alors il faut savoir que Gigi, c'est une marque de lampe qui n'a aucune constance dans sa fabrication. Et les lampes sont triées par les revendeurs et toutes les mauvaises lampes sont vendues sur eBay à un prix bien moindre, mais ce sont des lampes qui ont généralement un gain beaucoup plus faible. Alors le gars arrive et je teste ces lampes évidemment au lampemètre et puis je lui dis mais attends, là tes lampes elles sont rincées. Elles étaient à 20 au lieu d'avoir 80 sur le lampemètre. Sur le testeur de lampes, c'est pas un lampemètre. Et le gars me dit, bah non, c'est en neuve, je viens de les acheter sur eBay. Alors déjà, je dis, ouais, mais c'est des Gigi, je lui explique le problème. Sur eBay, on vend les Gigi qui n'ont pas passé, en gros, le contrôle qualité, quoi. Et il me dit, ah ouais, mais moi, je préfère le son. Elle sonne mieux. Alors, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il voulait... son ampli était un peu dur au niveau de la saturation. Et il voulait un ampli un peu apaisé. Et effectivement, ces lampes, moi que je considère comme défectueuses, apaisaient l'ampli puisqu'elles avaient quasiment un gain 3 fois moindre qu'une lampe normale. Et donc lui, il préférait. Donc là, dans ce cas-là, la lampe avait un impact sur le son de l'ampli, mais ce n'est pas la lampe elle-même qui modifiait le son. Ce sont ses caractéristiques dans un environnement global électronique. En gros, son gain. Le gain, bon, vous allez me dire si ça modifie le son, oui, ok, mais ça ne modifie pas la couleur. Souvent, on dit, ouais, cette lampe-là, moi, je préfère sa couleur. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de couleur dans les lampes. Par contre, elles interagissent avec l'ensemble du schéma, de l'électronique autour,
Et ça peut changer la dynamique, ça peut changer la manière dont ça crunch, et ça peut parfois aussi changer de la couleur, mais c'est pas la lampe elle-même qui change de la couleur de l'ampli. Mais bon, les gens vont pas rentrer dans ces conditions-là. Ils changent la lampe, ils disent ah bah c'est mieux que là, ça, ces lampes-là sont meilleures. C'est pas vrai, elles sont pas meilleures. Elles sont plus adaptées à tes goûts et à l'ampli que tu as. C'est tout. Voilà, grosse digression sur les lampes. On revient à notre transfo. Bah, notre transfo, c'est pareil, hein. Il y a des transfos qui sonnent bien, d'autres qui sonnent pas bien. Et puis, à l'époque, il faut comprendre qu'ils étaient bobinés sur des machines mécaniques, souvent à la main aussi. Et il n'y a pas de transfo pareil, hein. Donc, quand on a un transfo qui sonne bien, on le bichonne, on le garde et on fait gaffe. Par contre, une chose à ne jamais faire, c'est de le faire fonctionner en jouant dessus haut-parleur débranché. Moi, je vois des gens qui se branchent sur la sortie, parce que souvent, il y a des sorties au niveau du préampli. Une sortie pour enregistrer ou une sortie, ils utilisent la sortie effet pour aller s'enregistrer. Et puis, comme ils veulent jouer fort, avec beaucoup de saturation, ils débranchent les HP. Bon, bah là, on est sûr de cramer le transfo, hein. Donc, toujours avoir une charge connectée sur le transfo. En plus, ça ne plaît pas aux lampes, parce que vous avez vu que si j'ai pas de charge, si j'ai pas ma résistance de 8 ohms à la sortie du transfo, l'impédance des enroulements primaires, elle monte, elle est multipliée par 10. Donc les lampes en plus vont pas débiter comme elles doivent, etc. Enfin, ça fait un tas de bazar. Il faut toujours avoir un transfo chargé. Donc conclusion, on l'a testé. Il reste un petit doute sur l'enroulement qui est un peu plus faible. Moi, j'aurais bien aimé mesurer les deux enroulements exactement pareil avec la dernière mesure. C'est pas le cas. Bah écoutez, on va continuer et puis on verra bien, hein. Quand on le mettra en puissance, on verra comment il se comporte. On va dire que je suis optimiste, mais modérément optimiste. Voilà. Donc, écoutez, à bientôt. Moi, je vais commencer à monter tous les condensateurs, à remettre un peu tout ça d'équerre. Là, là, ce coup-ci, c'est bon. On a tout vérifié. Et puis je vous reprends dans les jours à venir. Allez, bye bye.